Adam, comment les civils afghans perçoivent la guerre? Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un sentiment en Afghanistan que partagent tous les civils, fait d'une véritable croyance dans l'État et dans la nation afghane. Un vrai sentiment. Les Afghans se déclarent afghans avant de se déclarer Pashtun, Tadjik ou Hazara, qui se mélange à un sentiment religieux. L'islam est réellement une partie de l'identité. Et les deux, contrairement à ce qu'on imagine, ne sont pas séparés. Être afghan, c'est être musulman. Et pour les Afghans, être musulman, c'est soutenir l'idée afghane. C'est un nationalisme qui ne dépasse pas les frontières. Pour cette raison, toute présence étrangère, quelle qu'elle soit, est considérée comme quelque chose de mauvais. Ça ne veut pas dire que lorsque les Américains sont arrivés, notamment en 2002-2003, les Afghans étaient tout de suite hostiles. Dans certaines régions, par exemple l'Est, qui est aujourd'hui une région très talibanisée, les gens étaient très contents de voir les Américains repousser les talibans. Il y avait réellement un ras-le-bol des talibans et il n'y a pas du tout un amour envers ce régime. Simplement, avec la manière dont on a fait la politique en Afghanistan, de manière extrêmement perverse, sans réelle compréhension, sans penser à une question de politique qui était importante pour les Afghans, on s'est retrouvé dans une situation où aujourd'hui nous sommes considérés, tous les Occidentaux, Européens comme Américains, comme un problème pire que les talibans. On est vu comme des conspirateurs, on est vu comme des gens qui créent un réel désordre. L'État afghan est de loin l'acteur le plus néfaste en Afghanistan. Et il est considéré comme notre, pour de vrai, c'est vrai, il est notre émanation, il est notre création. Karzai est un régime que nous avons créé de manière complètement absolue. Et donc pour les civils afghans, même ceux qui détestent les talibans ont une capacité de sympathie pour eux qui est liée à ça. Mais on est donc perçus de toute façon comme des gens qui ne doivent pas rester. Et de ce point de vue-là, quoi qu'il se passe, on a déjà perdu la guerre. Et on mérite cette défaite. Adam, quelle est ta vision de la politique étrangère française en Afghanistan et l'Irak? Si je devais utiliser un mot, je la décrirais de impensée. C'est quelque chose où il n'y a pas de pensée. Oui. C'est-à-dire que la politique française est faite d'une hésitation entre trois parties, trois identités, trois manières de se voir. Est-ce une politique étrangère qui se pense en tant que française, en tant que puissance française, tout en sachant qu'elle ne le peut pas? Est-ce une politique qui se pense comme européenne, sachant qu'on n'a pas envie de se mêler à l'Europe? Ou ce qu'on pourrait appeler une politique occidentale, transatlantique? Et ces hésitations entre ces trois pôles ne s'arrêtent jamais car il n'y a pas vraiment de réelle pensée là-dessus. Donc déjà, nous ne pensons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qui nous sommes et ce que nous voulons. Et en Irak, sous Chirac, il y a eu pendant un moment une réelle pensée de ce que nous voulions. Avec l'arrivée de Sarkozy, il y a eu une hésitation d'entrer en Irak. Les Français ont hésité. On commençait à préparer l'idée qu'on entraînerait les forces irakiennes en Irak. Ce qui montre très bien qu'il y avait un arrêt de la pensée française proprement française. En Afghanistan, c'est encore plus clair. D'un côté, il y a notre volonté de uniquement fonctionner sur la région francophone. Il y a l'idée qu'il doit y avoir une solidarité européenne, mais qui n'existe pas. Et de l'autre, il y a l'idée que nous sommes là-bas uniquement parce qu'on a besoin de notre temps. Et à ce niveau-là, les gens qui sont en bas, dans les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de l'armée, sont conscients de cela. C'est à la tête, à la présidence, au ministère en haut, dans l'état-major, qu'il y a un refus de penser. Et là-dessus, la politique étrangère française, très clairement, ne se pense pas soi. En plus, elle ne pense pas l'autre. Elle ne s'intéresse pas aux endroits où elle est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de recherche sur qui sont les Afghans, quelle est le problème politique afghan. Quand vous parlez avec des spécialistes français officiels, des institutionnels, vous voyez très vite qu'il y a beaucoup plus, il y a toujours une réflexion sur ce que nous faisons, sur comment améliorer notre logistique, sur comment améliorer notre manière de faire. Jamais sur réellement ce que les autres attendent. Il y a un impensé de soi et un impensé de l'autre. La dernière question. De quelle manière ton expérience en Afghanistan et l'Irak a-t-il changé ta vie? Quand je suis parti dans ces pays-là, je suis vraiment parti comme un occidental qui avait un certain nombre de valeurs, de lecture, de maître à penser, d'idées très importantes que je ne savais pas très bien comment les mettre en pratique. Et je suis arrivé dans des endroits qui m'ont complètement perturbé. Je suis arrivé avec une vision bien sûr morale.
Je cherchais les bourreaux, je cherchais les victimes, je cherchais les justes, je cherchais les injustes. Et j'ai découvert ce que j'avais lu, mais j'avais très bien compris, notamment dans Primo Levi, cette idée de zone grise. Que le monde est fait de bourreaux qui sont en partie victimes, de victimes qui sont en partie bourreaux, et que séparer les deux, c'est vouloir se rassurer. Qu'en réalité, dans le monde dans lequel on est, dans le monde qui n'est pas l'Occident, justement, où la guerre est encore quelque chose qui existe, où la violence n'est pas intériorisée, cachée, mise dans une casserole sous pression, dans ces endroits-là, où c'est un quotidien de faire des choix qui sont historiques, on ne peut pas être simplement blanc ou noir, c'est impossible, on est nécessairement gris. Et ça m'a donné, c'est peut-être la chose la plus importante pour moi, et c'est ce que je cherche. Je continue à le chercher, c'est vraiment la recherche de ma vie, ça m'a permis d'être plus humain. D'être plus humain, ça veut dire de chercher à comprendre les individus que j'ai en face de moi. J'en ai tiré un motto, une manière de faire, qui est de toujours être froid et analytique avec les faits, avec les groupes, avec les communautés, les groupes religieux. J'essaie de jamais de sentir solidaire d'aucun groupe. Je ne suis avec personne. Je suis impartial. Par contre, d'être toujours chaleureux et solitaire envers les individus. De toujours considérer que la personne en face de moi a une raison. Quels que soient les actes terribles qu'elle fait, il y a une justification dans sa vie, dans l'ensemble d'interactions qui l'a amené à être là où il est. Et j'essaie d'être humain avec les humains, froid avec les faits. Et ça, c'est là où je commence à sentir une certaine humanité chez moi. C'est là où j'ai l'impression de pouvoir penser l'autre. Et en pensant l'autre, et c'est peut-être parce que le but n'est pas simplement de comprendre. Comprendre ne sert à rien si c'est simplement de comprendre. Le beau n'est pas pour le beau, la compréhension pour la compréhension, c'est quelque chose de futile d'une certaine manière. C'est pas juste une question intellectuelle. C'est un moment de trouver la capacité de penser l'action, de comprendre le monde comme des turpitudes, des méandres de gris, des choses qui s'entremêlent de manière compliquée, qui se trouvent dans les tripes et dans l'âme. C'est pouvoir vraiment penser comment agir sur ce monde. Et plus je pense, plus j'espère, au fur et à mesure, permettre par mes écrits, par mes conseils, un jour, pas maintenant, c'est un travail de 20 ans, 30 ans, de pouvoir permettre, en pensant l'autre, de savoir ce qu'on fait. D'arrêter, comme on le fait aujourd'hui en occidentaux, de se réfugier sur de simples problèmes individuels, de rester sur notre monde, de croire qu'on peut se passer de l'histoire. Et pour penser l'action, il faut vraiment accepter que nous devons, à certains moments, nous salir les mains, et nous devons, lorsque nous salissons les mains, savoir aussi pourquoi nous le faisons. L'histoire se répétait. Toujours recommence. À l'Afghanistan, par exemple. Bien sûr. Et ta famille, que pensait de votre ville? C'est un mélange étonnant. Ma mère m'a dit un jour quelque chose de très drôle. Elle m'a dit, j'ai parlé avec une amie et je disais en permanence comment c'est horrible que mon fils aille dans ces régions. Et elle m'a regardé, cette amie me raconte ma mère, et elle m'a dit, mais c'est marrant parce que tu dis des choses négatives sur ce qu'il fait et tes yeux brillent. Tu es plus fier ou tu as plus peur? Ma mère s'est complètement effondrée en la regardant. Je crois que je suis plus fier. Et je sais que mes parents sont en fait beaucoup plus fiers de ce que je fais, au fond, malgré le fait qu'ils passent leur temps à dire que je ne devrais pas faire ce que je fais. Ils sont très fiers de ce que je fais. Tu écrire un roman avec ton travail? Un jour, pour l'instant, j'ai écrit des travaux scientifiques. Pour l'instant, j'écris des travaux scientifiques. Parce qu'il faut d'abord comprendre. Un jour, quand je saurai comprendre le phénomène et ce qui se passe dans la lunette, j'espère écrire par roman. Parce que je pense que c'est le moyen d'accéder à tous les hommes. La science permet d'accéder à la raison, aux gens qui pensent l'action. Le roman permet d'accéder à la passion, à tout ce qui est irrationnel. Merci beaucoup pour votre attention et ton amabilité pour parler avec moi sur toute ta vie. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup.